Camille Dubois venait de donner naissance à l'enfant tant désiré quand son mari Antoine, PDG multimillionnaire, entra dans la chambre d'hôpital avec les papiers du divorce et sa maîtresse vêtue de rouge. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que Camille n'était pas seulement l'épouse parfaite qu'il avait épousée par amour. Elle était aussi la fille secrète du magnat des affaires le plus puissant de France. Une femme qui avait renoncé à son empire par amour, mais qui était maintenant prête à tout récupérer. En 48 heures, Camille Dubois transforma la trahison la plus douloureuse de sa vie en la vengeance la plus spectaculaire que Paris ait jamais vue. La clinique de la Muette, dans le 16e arrondissement de Paris, n'avait jamais connu un accouchement si luxueux. La suite présidentielle débordait de fleurs coûteuses. Du champagne Dom Pérignon attendait sur la table, et la vue embrassait tout Paris comme un royaume doré. Camille Dubois, 28 ans, tenait dans ses bras le petit Alexandre nouveau-né, tandis que les larmes de joie coulaient sur son visage. Après 3 ans de mariage et 2 fausses couches qui avaient brisé son âme, elle tenait enfin contre sa poitrine le miracle qu'elle avait attendu. Le parfum délicat du nouveau-né se mêlait à l'arôme des fleurs blanches qui remplissaient la chambre, créant une atmosphère de pureté et d'espoir qui semblait bénir ce moment parfait. Antoine Dubois, 35 ans, PDG de Dubois Holdings, avec un patrimoine de 500 millions d'euros, n'était pas présent. Le couloir de l'hôpital était devenu son bureau improvisé, où des négociations milliardaires se discutaient avec la même urgence qu'il aurait dû réserver à la naissance de son fils. Camille avait appris à accepter cette réalité cruelle. Être l'épouse du 4e homme le plus riche de France signifiait vivre toujours au second plan. Mais quand la porte s'ouvrit et qu'Antoine entra avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, l'atmosphère de la chambre changea instantanément. Derrière lui marchait une femme que Camille reconnut immédiatement. Valentina Moreau, 26 ans, mannequin et influenceuse. La robe rouge qu'elle portait semblait une tache de sang contre la pureté blanche de la chambre où venait de naître un enfant. Antoine sortit une enveloppe de papier Lego de sa veste avec des mouvements mécaniques, comme un homme d'affaires qui conclut une transaction déplaisante. Les mots qu'il prononça tranchèrent l'air comme de la glace. Le mariage était terminé, l'enfant n'était pas le sien, il avait déjà signé les papiers du divorce. Camille regardait incrédule les tests de paternité sur la table de nuit, mathématiquement parfaits, scientifiquement incontestables, tandis qu'Antoine les ignorait, avec le mépris de celui qui avait déjà décidé sa propre vérité. Valentina s'approcha du lit avec la grâce mortelle d'un serpent, son parfum cher semblant contaminer l'air pur de la chambre. Le petit Alexandre se mit à pleurer, comme si son cœur minuscule ressentait la dévastation qui s'abattait sur sa famille avant même d'avoir eu la chance de la connaître. Antoine ne lui accorda pas un regard, tandis qu'il informait Camille qu'elle avait 48 heures pour vider l'hôtel particulier. Quand la porte se referma derrière Antoine et Valentina, qui sortaient main dans la main, comme s'ils venaient de devenir parents au lieu d'avoir détruit une famille, Camille resta seule dans la suite luxueuse qui était soudain devenue une prison dorée. Les larmes tombaient sur le visage d'Alexandre, tandis qu'elle le berçait, lui murmurant des mots de consolation qui étaient plus pour elle que pour lui. Mais ce qu'Antoine et Valentina ne savaient pas, tandis qu'ils célébraient leur victoire dans les couloirs de l'hôpital, c'est que Camille Dubois n'avait jamais vraiment existé. Elle n'était qu'un personnage que Camille Beaumont avait interprété pendant 3 ans par amour. Et maintenant, la vraie Camille était sur le point de se réveiller. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôpital plongée dans le silence de Paris, Camille ne ferma pas l'œil. Tandis qu'Alexandre dormait paisiblement dans son berceau, elle fixait le plafond avec des yeux qui ne pleuraient plus. La colère avait remplacé la douleur, la lucidité avait effacé le désespoir. À l'aube, elle passa un appel téléphonique qu'elle n'avait pas fait depuis 3 ans. La voix qui répondit appartenait à Georges Beaumont, 65 ans, l'homme le plus puissant de France que personne ne connaissait. «
Tandis que les journaux célébraient des marionnettes comme Antoine Dubois, Georges déplaçait les marchés depuis l'ombre d'un simple geste de la main. 3 ans auparavant, Camille avait choisi l'amour plutôt que le pouvoir. Elle avait renoncé au nom Beaumont pour devenir Dubois. Elle avait refusé des milliards pour épouser un homme qu'elle croyait l'aimer pour ce qu'elle était. Georges ne lui avait jamais pardonné ce choix, mais le sang était le sang. Camille raconta tout d'une voix ferme. La trahison, l'humiliation, la façon inhumaine dont Antoine avait ignoré son petit-fils nouveau-né. Chaque mot nourrissait un feu silencieux qui grandissait dans l'âme du vieux patriarche. Quand elle eut terminé, Georges émit ce rire sec que ses ennemis dans les affaires avaient appris à craindre plus que toute menace. Mais la réponse de Camille le surprit. Elle ne voulait pas qu'il détruise Antoine par vengeance. Elle voulait le faire elle-même, de ses propres mains, avec son intelligence, avec tout le pouvoir qu'elle avait hérité du sang Beaumont. Tandis qu'elle parlait avec son père, les réseaux sociaux explosaient avec des photos d'Antoine et Valentina sortant de l'hôpital en souriant aux paparazzi. Les gros titres des journaux la blessèrent plus que toute gifle. Antoine décrivait le mariage avec elle comme une erreur de jeunesse et déclarait n'avoir jamais ressenti de véritable connexion émotionnelle avec Camille. Aucun des deux ne mentionnait Alexandre, comme si l'enfant était un détail gênant à effacer du récit de leur histoire d'amour. C'est en lisant ces mots que Camille écrivit le message qui allait tout changer. 8 mots envoyés à 3 numéros qui représentaient son alliance de guerre. « Je suis prête à rentrer à la maison. Commençons. » Les destinataires étaient son père Georges, sa sœur Élise qui dirigeait les opérations internationales, et Marc Rousseau, l'avocat de droit des sociétés le plus impitoyable de France. L'homme qu'il avait toujours aimé et qui avait attendu 3 ans qu'elle réalise son erreur. En l'espace d'1 heure, des appels intercontinentaux se croisaient entre Paris, Londres, New York et Tokyo. Des contrats étaient dépoussiérés, des alliances réactivées, des faveurs réclamées. Antoine Dubois croyait avoir épousé une fille douce qui se soumettrait à sa trahison avec dignité. Au lieu de cela, il venait de réveiller l'héritière de l'Empire le plus puissant de France. Et Camille Beaumont était sur le point de lui rappeler ce que signifiait déclarer la guerre à la mauvaise famille. 24 heures après le SMS de Camille, Antoine Dubois se réveilla dans son penthouse de l'avenue Foch avec le sentiment que quelque chose était terriblement mal. L'air lui-même semblait électrique, chargé d'une tension qu'il ne pouvait expliquer. Les marchés asiatiques étaient ouverts depuis des heures, et ce qu'il vit sur ses écrans le fit transpirer de peur. Les actions de Dubois Holdings s'effondraient en chute libre sans raison apparente. Quelqu'un vendait massivement avec une précision chirurgicale. Les plus gros investisseurs retiraient leurs capitaux comme si l'entreprise était devenue radioactive. La panique explosa à travers des appels désespérés. La banque avait bloqué tous les comptes d'entreprise pour une enquête fiscale qui avait surgi de nulle part pendant la nuit. Les contrats avec les fournisseurs chinois avaient été mystérieusement annulés. Ceux avec l'Amérique latine tombaient sous enquête pour corruption présumée. La Commission européenne ouvrait une investigation sur leurs brevets les plus rentables. Le coup final vint de Beaumont Industries, qui représentait 40% de son chiffre d'affaires. La voix à l'autre bout du téléphone était froide, comme l'acier trempé. Tous les contrats étaient résiliés immédiatement pour des raisons strictement personnelles et non négociables. Antoine commença à soupçonner qu'il ne s'agissait pas de coïncidence, mais c'était impossible. Camille n'était qu'une fille douce qu'il avait épousée par amour. Elle n'avait pas de pouvoir, pas de connexion dangereuse. Elle n'avait... Son assistant entra paniqué, montrant une tablette avec des mains tremblantes. Sur toutes les chaînes françaises, l'image de Camille avec Alexandre dominait les écrans. Mais ce n'était pas la Camille Dubois qu'il connaissait. C'était quelqu'un de complètement différent. Une femme qui rayonnait de pouvoir et d'autorité comme si elle était née pour commander. Le journaliste annonçait que Camille Beaumont, héritière de l'Empire Beaumont Industries, revenait dans le monde des affaires après 3 ans d'absence volontaire. Elle prendrait le contrôle opérationnel de toutes les sociétés du groupe.
Antoine s'effondra dans son fauteuil, sentant le monde s'écrouler avec la précision d'une démolition contrôlée. Camille n'était pas la fille innocente qu'il pensait avoir épousée. Elle était l'héritière de l'un des empires les plus puissants d'Europe. Le téléphone sonna. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. C'était Camille, et la voix qui sortit du combiné était méconnaissable. Froide, sûre, mortelle. « Bonjour Antoine, la journée te plaît ?» Dans les jours qui suivirent cet appel téléphonique, Paris assista à l'effondrement le plus spectaculaire de son histoire financière récente. Antoine Dubois, qui une semaine auparavant contrôlait un empire de 500 millions, se retrouvait à ramasser les morceaux d'une vie qui se désintégrait heure après heure. Valentina disparut comme brume au soleil dès que les contrats publicitaires se tarirent et que sa réputation dans le monde de la mode devint toxique. Il l'avait vue pour la dernière fois en train de faire ses valises, l'accusant de l'avoir entraîné dans une guerre impossible à gagner contre la princesse de la mafia légale la plus puissante de France. Le coup le plus cruel arriva quand Antoine découvrit que l'hôtel particulier où il avait vécu avec Camille n'avait jamais été le sien. Il avait toujours appartenu à Beaumont Industries, prêté à Camille comme dot personnelle. Maintenant que le mariage était fini, elle exerçait son droit de propriété, 24 heures pour vider la maison qu'il avait cru posséder. Tandis qu'il ramassait ses affaires comme un voleur dans sa propre demeure, Antoine comprit que cela aussi faisait partie du plan de Camille. Elle avait toujours su qu'un jour, elle pourrait tout récupérer. Elle avait épousé un homme qui pensait la contrôler, alors qu'en réalité, c'était toujours elle qui gérait chaque aspect de leur vie commune. Les journaux racontaient chaque détail de sa chute comme un feuilleton en direct. Du prince des affaires aux pauvres de banlieue, la vengeance parfaite de Camille Beaumont s'étalait sur chaque magazine du pays. Mais le moment le plus douloureux arriva en voyant les photos de Camille dans la presse internationale. Elle n'était plus la fille timide qu'il avait épousée. Elle était devenue une femme de pouvoir absolu, élégante et sûre d'elle, belle d'une façon qu'il n'avait jamais remarquée quand il l'avait à ses côtés chaque jour. Forbes la montrait en couverture. Camille Beaumont, la femme la plus puissante de France, est aussi la mère la plus déterminée du monde. Dans les photos, elle tenait Alexandre tout en signant des contrats, inaugurait des sièges sociaux, était interviewée comme leader visionnaire du business moderne. Le coup final arriva avec une lettre écrite à la main, livrée dans le studio de banlieue où il survivait maintenant. L'écriture élégante de Camille qu'il connaissait si bien traçait maintenant des mots d'adieu définitifs. La lettre expliquait que son entreprise détruite, sa réputation en cendres, sa vie sociale inexistante n'était pas la vengeance de Camille. C'était simplement les conséquences de ses choix. La vraie vengeance était qu'il savait maintenant qui elle était vraiment et se rendait compte de ce qu'il avait jeté, la femme qui aurait pu faire de lui l'homme le plus puissant de France. Il avait choisi un mannequin superficiel au lieu de la mère de son enfant. Maintenant, il vivait avec les conséquences pour toujours. Antoine termina de lire et pleura pour la première fois. Pas pour l'argent perdu, pas pour l'entreprise détruite, mais pour la conscience d'avoir détruit de ses propres mains ce qu'il y avait de plus précieux dans sa vie. Il était trop tard pour tout. 2 ans après cette trahison qui avait tout changé, Paris observait fasciné l'ascension imparable de Camille Beaumont. Elle n'était plus seulement une femme d'affaires à succès, elle était devenue le symbole vivant de comment une femme trahie pouvait transformer la souffrance la plus profonde en la victoire la plus spectaculaire. Le petit Alexandre, maintenant âgé de 2 ans, accompagnait souvent sa mère aux événements les plus importants. Les photographes l'adoraient, un bel enfant aux yeux vifs qui tenait la main de la femme la plus puissante de France. Personne n'osait mentionner Antoine Dubois en leur présence. Il était devenu un fantôme du passé, une erreur dont personne ne parlait plus. L'hôtel particulier où avait autrefois vécu le mariage raté avait été transformé en centre d'excellence pour mères célibataires en difficulté.
Camille avait personnellement supervisé chaque détail, transformant des souvenirs douloureux en espoirs concrets pour des centaines d'autres femmes qui affrontaient trahison et abandon. Marc Rousseau, l'avocat qui avait démoli l'empire d'Antoine, était devenu une présence constante dans la vie de Camille. Pas comme amant, mais comme conseiller de confiance, comme l'homme qui avait toujours cru en son potentiel. Un après-midi, en regardant Alexandre jouer dans le jardin, Marc lui dit quelque chose qui la fit réfléchir. Il était fier d'elle, parce qu'elle aurait pu simplement détruire Antoine par vengeance. Au lieu de cela, elle avait construit quelque chose de beau des ruines de sa souffrance. C'était vrai, chaque euro soustrait à Antoine avait été réinvesti dans des projets sociaux. Chaque entreprise acquise pendant l'effondrement de l'Empire du Bois était devenue un modèle d'excellence. Chaque victoire personnelle s'était transformée en opportunité pour d'autres femmes de se racheter. Camille appela tendrement son fils, qui courut vers elle avec ce sourire lumineux qui rendait chaque sacrifice valable. Elle le prit dans ses bras, sentant le poids parfait de sa nouvelle vie. Quand Alexandre lui demanda s'il aurait une entreprise comme la sienne quand il serait grand, Camille sourit et lui enseigna la leçon la plus importante. Le vrai pouvoir n'est pas ce qu'on enlève aux autres pour les blesser, c'est ce qu'on construit pour rendre le monde meilleur. Au loin, les lumières de Paris s'allumaient comme des étoiles, qui célébraient la renaissance d'une femme qui avait transformé la trahison la plus douloureuse en la victoire la plus spectaculaire de sa génération. 3 ans après la trahison, par un jour de printemps parisien, Camille reçut un appel inattendu. Antoine était à l'hôpital. Un infarctus à 40 ans. Les médecins disaient qu'il ne passerait probablement pas la nuit, et il avait demandé à la voir. Camille resta silencieuse de longues minutes. Alexandre, maintenant âgé de 3 ans, dessinait concentré sur la table de la cuisine de leur nouvelle maison. Quand il lui demanda si elle allait bien, elle répondit simplement qu'elle devait aller voir quelqu'un de son passé qui était malade. L'hôpital Saint-Louis était très différent de la clinique luxueuse où Alexandre était né. L'odeur de désinfectant et les néons créaient une atmosphère de résignation. Antoine était dans la chambre 204, relié à des machines qui maintenaient en vie ce qui restait de l'homme qui s'était autrefois cru invincible. Quand Camille entra, il ouvrit les yeux et le temps sembla s'arrêter. « Elle était venue » murmura-t-il d'une voix brisée. Elle répondit qu'il avait toujours été trop fier pour mourir en silence. Antoine demanda des nouvelles d'Alexandre. Camille raconta qu'il allait bien, qu'il était intelligent et courageux, tout ce qu'un fils devait être. Il avait ses yeux, son nez, probablement le même cœur têtu. Antoine pleura finalement, admettant avoir été un imbécile. Il avait jeté ce qu'il y avait de plus beau dans sa vie par vanité. Valentina l'avait quitté dès que l'argent s'était tari. Ça n'avait jamais été de l'amour. Quand il demanda si elle aurait pu lui pardonner un jour, Camille resta longtemps silencieuse. Puis, elle dit qu'elle lui avait déjà pardonné, mais que le pardon n'effaçait pas les conséquences. Il avait pris des décisions, et elle avait dû vivre avec ses décisions. Alexandre avait grandi sans père à cause de ses décisions. Quand Antoine demanda s'il était trop tard pour connaître son fils, Camille répondit avec une douceur impitoyable que oui, c'était trop tard. Alexandre ne savait pas qui il était et ne le saurait jamais. C'était mieux ainsi. Antoine accepta le verdict qu'il avait mérité. Il dit être fier de ce qu'elle était devenue, de comment elle avait élevé leur fils, de comment elle avait transformé tout en quelque chose de beau. Camille resta avec lui jusqu'à la fin, tenant sa main tandis que la vie s'écoulait lentement. Pas par amour, pas par pitié, mais parce que personne ne devrait mourir seul. Quand tout fut fini, elle rentra chez elle où Alexandre l'attendait avec un dessin. Une famille heureuse, composée d'une maman et d'un enfant qui souriaient sous un soleil doré. Camille regarda ce dessin et comprit qu'elle avait gagné tout ce qui comptait vraiment. Pas la vengeance, pas la destruction d'Antoine, mais la construction d'une vie nouvelle et significative pour elle et son fils. Ce soir-là, tandis qu'Alexandre dormait, Camille s'approcha de la fenêtre et contempla Paris, qui brillait dans la nuit. Chaque lumière représentait une possibilité, un rêve, une vie qui continuait malgré tout.
Elle avait transformé la trahison la plus douloureuse en la plus belle victoire, être devenue la mère et la femme qu'elle avait toujours voulu être, sans compromis, sans regret. Et cela, plus que toute vengeance, était le véritable triomphe de Camille Beaumont. Si cette histoire vous a touché le cœur, tapez sur ce like et partagez pour montrer que l'amour d'une mère est la force la plus puissante du monde. Racontez-nous, qu'auriez-vous fait à la place de Camille? Pensez-vous que la vengeance soit jamais justifiée? Abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables de renaissance, de vengeance et d'amour qui triomphent toujours.